Bien, bonjour. Dans cet exercice, on va chercher à étudier un spectromètre assez élémentaire qui va être constitué d'un accélérateur de particules et ensuite d'un aimant qui va créer un champ magnétique. Donc, première étape, on va accélérer les particules et ensuite on va les faire tourner pour essayer de les séparer. On suppose que l'échantillon est composé de deux types de particules, en fait, avec un certain ratio de carbone 12 et de carbone 14. Et le ratio de carbone 12 et de carbone 14 va dépendre de l'âge, car vous aurez une décroissance radioactive du carbone 14, et donc au fil du temps, il ne se renouvelle plus une fois que l'objet est plus un objet vivant, on va dire. Et donc le rapport évolue au cours du temps, et la disparition du carbone 14 permet de dater l'élément. Donc l'idée, ça serait, vous prenez le dispositif, ici, vous allez chauffer et arracher un électron, parce que pour l'instant vous avez des entités qui sont neutres, donc vous allez arracher un électron des atomes de carbone pour avoir en fait des particules chargées positivement, plus E, et on va les accélérer et ensuite les faire tourner. Et l'idée en fait c'est que l'accélération et l'aspect rotation vont dépendre de la masse. Donc les entités carbone 12 et carbone 14 vont être accélérées différemment, déviées différemment, et on espère donc ainsi être en mesure de les séparer sur le collecteur. Donc il faudrait que finalement que les deux espèces arrivent en des positions différentes qui permettra de les récupérer en deux positions spatialement différentes, et le rapport des mesures permettra de dater l'échantillon. Voilà. Donc la première question, on va essayer de déterminer finalement quelle doit être la valeur du champ magnétique. On vous donne la tension accélératrice et on essaie de trouver quelle doit être la valeur du champ magnétique de l'aimant pour que le dispositif puisse, entre guillemets, tenir sur une table. Donc on va dire que la dimension du dispositif, on va dire que c'est de l'ordre du mètre. Donc on va voir si c'est raisonnable, parce qu'on va bien qu'on va faire tourner les particules pour les séparer. Donc évidemment, si vous avez besoin d'un champ de plusieurs Tesla, ça va poser un problème. On imagine bien que plus le dispositif est petit, plus il faudra les incurver fortement, donc plus en fait le champ magnétique devra être important. Donc voilà pour l'idée. Donc si on va essayer d'écrire quelques équations à ce sujet, donc déjà il y aura la question des plaques qu'on peut signaler. Donc tout d'abord bien sûr, donc encore une fois, vous allez arracher un électron des entités. Donc si vous arrachez un électron des entités, on aura des entités qui seront positives. Et donc en fait, si vous voulez accélérer ces particules dans la première zone, il faut que vous ayez dans le premier condensateur, si vous voulez, il faut ici avoir des charges plus de ce côté, et bien sûr les charges moins ici, donc avec la tension U telle qu'elle est représentée. Donc ça peut être une première question qui est posée, c'est déjà faire en sorte de mettre la tension U positive comme ceci pour que les particules soient bien accélérées. Et donc la première étape, ça va être déjà de trouver la vitesse en sortie de l'accélérateur. Alors là, la bonne méthode, c'est de passer par une méthode énergétique. On ne vous demande pas de déterminer la vitesse à chaque instant ou la position au cours du temps. On veut juste connaître déjà la vitesse en sortie de l'accélérateur. Donc ici, vous avez une force conservative qui est juste la force électrique. On reviendra sur la fin du fait qu'on puisse négliger le poids pour cette particule élémentaire, enfin pas élémentaire, mais disons microscopique. Et donc le fait que la force soit conservative, ça veut dire qu'on a une conservation de l'énergie mécanique, donc on applique la conservation de l'énergie mécanique pour la particule de masse m et de charge petit e. Et donc on va dire que l'énergie mécanique en entrée doit être égale à l'énergie mécanique en sortie, donc 1 et 2. Et donc ceci, donc l'énergie mécanique en entrée, ça sera EC1 plus EP1, et ça sera égal à EC2 plus EP2. Alors maintenant, on remplace chacun des termes. Alors, on peut toujours supposer que les particules elles vont être quand même fortement accélérées. Donc, on peut assez montrer que la vitesse de sortie sera très grande de la vitesse d'entrée. La vitesse d'entrée n'est pas rigoureusement nulle, mais elle sera beaucoup plus faible que la vitesse d'entrée. Donc, en première approximation, on peut tout à fait supposer que la vitesse ici des particules est quasiment nulle, et on va prendre V1 qui est à peu près égal à 0, disons que V1 va être très petit devant V2 en pratique. Et donc on peut faire 0. Alors l'énergie potentielle, eh bien simplement vous avez une particule de charge E placée dans un potentiel V qui vaut ici V1 à entrée. Et en sortie, vous avez bien ce qu'on cherche, la vitesse en sortie, 1,5 de m V2 carré, plus l'énergie potentielle en sortie qui vaudra la charge de la particule et le potentiel au point de sortie qu'on appelle V2.
Il ne reste plus qu'à résoudre l'équation, mais ce n'est pas très compliqué. Enfin, résoudre l'équation, c'est surtout isoler V2. Donc ça fait V2 carré, qui vaudra ici, donc on peut faire en deux étapes, mais 1,5 de M V2 carré, qui fera E V1 moins V2. On retrouve bien qu'ici, on doit avoir la tension U. Et donc on termine le calcul et sans trop de problèmes, on trouve que V2 ici, c'est ce résultat ici. Donc sans grande surprise, si vous avez une tension plus grande, ben, vous allez plus accélérer les particules. Le champ électrique sera plus intense, la force sera plus grande et inversement, bien sûr, si vous avez une masse plus forte, s'il y a une plus forte inertie pour une même force, la particule sera moins accélérée. Mais vous voyez que tout peut se faire en deux lignes et il n'est pas nécessaire de passer par des équations horaires via un PFD. Ça serait beaucoup plus long. C'est pas très compliqué, mais ça serait vraiment plus long et assez inutile. Pour la suite V, je l'appellerai V2. Donc pour la suite V, ce sera V2. Je ne vais plus distinguer vraiment. J'ai une vitesse en sortie qui est la vitesse. Alors maintenant, ça c'était la phase d'accélération. Maintenant qu'on a accéléré les particules, l'objectif, ça va être de les faire tourner par l'aimant pour les séparer, pour qu'en fait elles aient une courbure différente. Leur masse va être différente, donc elles auront une courbure différente et on espère au final les séparer ici. Donc on aura deux rayons qui seront différents et donc une position différente sur le collecteur. Alors déjà un deuxième point, n'oublions pas qu'on a une charge E qui est positive. Donc pour la force magnétique, on peut déjà se poser la question de l'orientation du champ magnétique. D'accord, donc vous devez bien voir, donc vous reprenez l'idée de la force, d'accord, pour que ça tourne dans le bon sens. Rappelez-vous que vous avez la force magnétique qui sera égale à EV vectoriel B. Et donc en choisissant un champ magnétique qui ira vers le fond, d'accord, ici, eh bien, ou vers le bas concrètement si le dispositif est horizontal, vous aurez bien la bonne force pour la force magnétique qui va bien courber comme ceci, d'accord. Donc important de bien choisir l'orientation du champ magnétique telle que la force fasse bien une courbure telle que souhaitée ici pour aller vers le collecteur. Donc c'est une première question à se poser. Et maintenant on va essayer de trouver l'intensité du champ magnétique telle que eh bien, les particules soient courbées sur une distance d qui soit ici de l'ordre du mètre. Donc on aura le rayon, le diamètre, et ce qu'on va contraindre, on va dire qu'on souhaiterait que ce rayon d il soit de l'ordre de 1 mètre. Voilà. Si vous mettez un champ magnétique plus petit, on comprend bien que la force magnétique va être plus faible et que la courbure sera plus faible et qu'on aura donc bien sûr, en tout cas la particule sera moins déviée et vous aurez un cercle de plus grand rayon et il faudra un dispositif plus grand. Donc il faut un champ magnétique minimal pour réaliser l'opération que l'on souhaite. Donc voilà pour l'instant. Et donc maintenant il reste juste à étudier le mouvement ici. Donc pareil, on ne souhaite pas vraiment les équations horaires, on veut juste trouver une relation entre le diamètre et le champ magnétique. Alors il y a une relation relativement élémentaire qui est celle-ci, qui est que lorsque vous avez une particule chargée dans un champ magnétique, alors le mouvement sera forcément plan, d'accord, c'est assez facile à montrer, lorsque la vitesse initiale est perpendiculaire au champ magnétique, alors on montre très facilement que le mouvement reste plan, et il y a une relation très simple entre la masse de la particule, la vitesse, la charge, le champ magnétique et le rayon de trajectoire qui vaut mv égale EBR. Alors, soit on donne directement le résultat, soit on peut le retrouver facilement. Donc, il y a une façon assez rapide de retrouver le résultat. Il faut simplement on va admettre une trajectoire circulaire, sinon c'est un peu plus lent quand même. Donc, admettre une trajectoire circulaire. Et si vous admettez le caractère circulaire de trajectoire, il vous suffit d'écrire un PFD pour la particule qui est soumise au champ magnétique. Maintenant, on a quitté l'accélérateur. Et dans ce cas-là, vous avez MA égale EV vectoriel B. Et l'idée, c'est de prendre tout ça en norme. Donc, vous aurez M. Vu qu'on a un mouvement circulaire, on sait que l'accélération pour un mouvement circulaire, c'est simplement en norme V carré sur le rayon. Et ici, on a pour ce terme-là, donc comme on l'a dit, on sait que V est perpendiculaire à B parce que V se trouve dans le plan du spectromètre et B est perpendiculaire. Donc le produit vectoriel est trivial à calculer. Et donc pour la norme, ça fait EVB. Voilà, il ne vous reste plus maintenant qu'à simplifier par B. Vous voyez que vous avez MV sur R qui est égal à EB et donc la formule qu'on propose. Voilà. Une autre façon de trouver le résultat, c'est qu'on peut remarquer aussi que V sur R, ça fait
EB sur M, qui est QBM, qui est la pulsation cyclotron. Donc éventuellement, une autre façon de trouver ce résultat, c'est de se rappeler que la pulsation cyclotron, c'est EB sur M. Voilà. Donc attention, il y a quand même des hypothèses. On en a supposé que, enfin, c'est une hypothèse bien sûr du dispositif, mais pour vérifier ça, il faut que la vitesse, d'accord, soit bien perpendiculaire au champ magnétique au départ et qu'on a un champ magnétique uniforme et constant. Mais sous cette hypothèse-là, on a le résultat qui est là, qui peut se retrouver rapidement comme ceci, en admettant encore une fois la trajectoire circulaire. Donc une fois qu'on a ceci, bon, il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule avec les valeurs qu'on a. Donc je vais continuer ici. Donc M, je vais laisser M. La vitesse V, je vais reprendre la formule qui est ici, donc en prenant la racine. Donc je vais prendre racine de 2EU sur M. Et ici, j'aurai EBR. Et ce que je cherche chez D, en fait, je vais savoir comment, voilà, la distance, le diamètre. Je veux que tout ça tienne sur une table. Donc, ce que je veux, c'est plutôt 2R. On peut calculer R si vous voulez, ça ne change pas grand-chose. Et si je trouve D, eh bien, je veux que D est égal à 2R. Et donc, ça fait 2 fois. Donc, on aura. Oui, on va reprendre ici. Donc, 2 fois M racine de 2EU sur M. On doit diviser par E sur B. Ce qui fait finalement, donc il y a un 2 racine de 2. Il y aura B qui va apparaître ici et il restera dans la racine. Donc on a le U qui va rester dans la racine. On a M sur racine de M qui doit faire un M au numérateur. Et on a racine de E sur E qui fait un E ici. Et si ce qu'on veut, c'est le champ magnétique, alors on isole plutôt le champ magnétique qui vaut 2 racine de 2 sur D fois racine de MUE. Encore une fois, si vous avez des particules qui ont des plus grandes vitesses, donc si les particules ont une plus grande vitesse, il est évident que bien, elles vont arriver très rapidement sur le dispositif et pour un même champ magnétique, elles vont avoir tendance à partir quasiment tout droit, donc il faudra un champ magnétique beaucoup plus fort pour les courber. Donc on voit bien que le champ magnétique va être proportionnel à la tension. Éventuellement, il y a toujours l'effet d'inertie hein, si elles sont lancées, puis en revanche, voilà, vous aurez une relation qui est que plus vous voulez un dispositif petit, plus il faut un champ magnétique important. Donc c'est pour ça que les dispositifs à champ magnétique, pour faire tourner des particules comme ça, sont souvent un petit peu volumineux, parce que pour pouvoir courber les particules sur des petites distances, il faut des grands champs magnétiques. Donc maintenant, pour l'application numérique, donc pour D, on va prendre 1 mètre. Pour la charge, on prend la charge élémentaire 1,6 fois 10-19 coulomb. Pour U, on prend 10 puissance 3 volts, vu que c'est ce qui est fourré dans l'énoncé. Pour 2 racines de 2, on prend 2 racines de 2. Et pour la masse, on va dire que c'est du carbone 12. On va commencer avec le carbone 12. Et donc, on dirait que c'est 12 fois, pour simplifier, c'est un petit peu arrondi, mais la masse du carbone 12, c'est quasiment 12 fois la masse d'un nucléon. D'accord ? Parce que vous avez le carbone, c'est 6 protons, mais vous avez également 6 neutrons. Et donc, vous avez à peu près la masse d'un nucléon, c'est à peu près 1,67 fois 10-27 kg. Et vu que vous en avez 12 dans le carbone, 12, vous pouvez négliger totalement la masse du cortège électronique. Et vous mettez cette valeur-là pour la masse et vous trouvez un champ magnétique de 30 millitesla. Donc, ce n'est pas très important, c'est tout à fait réalisable. Et oui, on peut donc réaliser ce spectromètre de table pour... alors, on n'a pas encore tout à fait fini l'exercice, mais on a trouvé le champ magnétique nécessaire pour que le dispositif puisse tourner, disons, à l'échelle d'une table. Maintenant, la question, c'est est-ce que les deux types d'entités vont être séparés? Donc, je vais revenir sur la formule du diamètre qui est écrite ici. Donc, on a le diamètre, et vous voyez que le diamètre, c'est une formule de racine de 2 BEU en racine, et la masse, et simplement, on va simplement appliquer cette formule deux fois, donc la formule qui est ici, d'accord? Je la reprends, et je viens l'appliquer deux fois, donc soit pour le carbone 14, soit pour le carbone 12. Et on voit que l'écart sera en racine des masses. Et donc la seule différence, c'est que dans le carbone 14, vous avez 14 nucléons. Et ici, vous avez 12 nucléons. D'accord ? Donc pour l'application numérique, bon, je ne redis pas toutes les valeurs, mais là, je vais prendre les 30 fois 10-3 Tesla, que j'ai trouvé précédemment. Et là, je prendrai soit 14 fois 1,67 fois 10-27 kg. Et ici, je prendrai 12 fois 1,67 fois 10-27 kg.
Et on voit que la distance est de l'ordre de 8 cm, donc voilà, c'est pas difficile à séparer. On voit bien qu'avec ce champ magnétique, cette distance, il sera facile de séparer les deux types de particules, car elles seront les impacts sur l'écran, ou les collecteurs, ou la mesure, ou chaque fois que vous aurez des clics, parce que ça va être enregistré, il suffit d'avoir deux récepteurs séparés de plusieurs centimètres, donc il n'y a pas de risque que les deux types de particules se confondent. On pourra bien séparer les deux récepteurs, et donc il est assez facile de les séparer à l'échelle d'une pièce. Alors on peut revenir sur un point, le fait qu'on ait négligé le poids, à la fois à cette question-là, cette question-ci et cette question-là. Alors on peut en dire un petit mot. On peut simplement dire ça, on peut simplement dire que le poids est négligeable devant la force magnétique ou de la force électrique. On peut aussi faire un petit calcul, on peut se dire oui, mais le fait qu'il y ait le poids, est-ce que ça va pas un tout petit peu déplacer l'impact de la particule sur le récepteur? Bon, cette explication est suffisante, on peut bien sûr se contenter de dire ça, c'est assez facile à vérifier. Attention qu'ici c'est la masse de l'électron, hein, c'est pas si c'est la masse de c'est la masse de la particule, donc c'est bien la masse du carbone 12, du carbone 14, mais bon, on peut faire ça. Alors une petite remarque qu'on peut faire, là, sur la partie par exemple, dans le mouvement qui est ici, eh bien, on constate que la particule, elle va tourner sur un demi-cercle, donc elle parcourra la distance πr à la vitesse v, qui sera uniforme dans ce type de mouvement. Oui, j'aurais pu le repréciser également, hein. Quand vous avez un champ magnétique, on peut rappeler rapidement, je peux vous dire ici, que la puissance de la force magnétique, c'est Fm scalaire v, et vous voyez que ça fait 0. Donc pour la partie magnétique, donc dans la zone magnétique, la particule va tourner, mais la norme de la force est une constante. La norme de la vitesse, pardon, est une constante. D'accord? Donc la vitesse, la particule accélérée au sens où elle tourne, mais sa norme ne change pas. Il n'y a pas de travail de la force magnétique de fait de sa définition en produit vectoriel de la vitesse. Donc et là, je reprends la fameuse formule mv égale QPR. J'aurais pu aussi utiliser la pulsation cyclotron, c'était une option possible. Et en utilisant les valeurs indiquées, j'ai simplement un T1 qui vaut 13 microsecondes. Donc si vous avez une particule qui chute en 13 microsecondes sur Terre, eh bien forcément elle parcourt une distance qui est assez modeste par rapport à une distance de l'ordre du centimètre. On peut le vérifier assez facilement. Il suffit d'imaginer que la particule en oublie l'autre mouvement. Et en plus d'avoir le mouvement dans le plan de mouvement de rotation, il y a un mouvement de chute qui se superpose, et ce mouvement de chute, on le traite en perturbation, donc on va dire que le mouvement circulaire n'est quasiment pas modifié, et je regarde, compte tenu du mouvement circulaire que je suppose très peu modifié, de combien la particule chute en cette durée. Normalement, les deux problèmes sont couplés, mais concrètement ici, vu qu'il y en a un qui est très faible devant l'autre, on peut résoudre le problème à l'ordre 0, on va dire, en le poids, et après regarder l'influence du poids sur la trajectoire à l'ordre 0. Donc ici, vous écrirez simplement un PFD pour la particule, vous écrirez, en mettant qu'on prend l'axe Z vertical vers le haut, vous écrirez rapidement que Z point point c'est moins G, et vous aurez Z point de T qui est moins G fois T, et vous aurez Z de T qui est moins GT carré sur 2 plus Z0, et donc on voit que la hauteur de chute, c'est cette hauteur de chute delta Z, qui vaudra en valeur absolue G T1 carré sur 2. D'accord? Simplement, quand vous avez un objet qui chute durant une durée T, il parcourt verticalement une distance Gt carré sur 2, d'accord, qui est celle-ci. Et donc, si vous remplacez, ici vous mettez 10 mètres secondes moins 2, donc là vous prenez 10 mètres secondes moins 2, là vous prenez 2 et là vous prenez les 13 microsecondes, et vous voyez que vous avez un déplacement de l'ordre du nanomètre, d'accord, pour simplifier. Donc on voit, alors il y a d'autres petites phases, il y a la phase effectivement également ici, mais bon, les différents dispositifs ont à peu près la même longueur, d'accord. Donc on peut multiplier ce résultat-là par 2 ou 3 éventuellement, mais on va avoir un déplacement sur le collecteur qui est de l'ordre du nanomètre, et par rapport à cette chose-là, c'est sans conséquence. On imagine bien que le détecteur ne fait pas une taille de 1 nanomètre, il fait c'est peut-être une petite cellule de l'ordre du millimètre carré ou quelque chose comme ça, ou éventuellement du centimètre carré. Donc cette déviation de 1 nanomètre, je vais peut-être bien réécrire parce que là on a l'impression qu'on lit des centimètres, ou des millimètres, pardon, mais voilà. Donc on voit que cet aspect-là, bon, on peut se contenter encore une fois de dire ça, mais si on veut faire un petit calcul quantitatif, voilà, on voit que c'est tout à fait acceptable, et ça c'est très petit devant les 8 cm en particulier. Donc ça ne pose aucun problème, on peut tout à fait négliger le poids. Voilà, donc pour cet exercice, juste deux remarques
Si vous avez une phase d'accélération et vous ne demande pas les équations horaires, vraiment pensez à passer par l'énergie. Précisez bien les signes, réfléchissez bien aux signes, d'accord, pour que la particule soit accélérée. Donc, comment positionner les risques, et surtout des risques d'erreur de signe. Donc, attention aux signes de la charge, attention au positionnement des électrodes pour avoir bien une accélération. Ensuite, pour ce qui est toujours cette relation-là, pour donc savoir l'expliquer, savoir montrer que le mouvement est plan, savoir montrer que la puissance de la force magnétique est nulle. Mais une fois que ceci est dit, bon, le résultat MV égale EBR ou QBR, disons, est très très pratique. Voilà, je vous remercie.